Et voici Crime Story, les rendez-vous d'Alfred Hitchcock, racontés par Serge Sauvion, aujourd'hui 2 douzaines de vilains oiseaux de Clark Howard. Est-il possible que j'ai passé 31 ans de ma vie ici, à Hafer Hall? La moitié de la vie d'un homme sous l'esclavage de cette vieille ganache brutale et bornée. Je sais qu'il faut respecter les morts, mais c'est plus fort que moi. J'ignore dans le cas présent lequel de l'hypocrisie ou du manque de respect est le plus grand défaut. En tous les cas, je serai le dernier des hypocrites si j'affichais du chagrin et une tête de circonstance devant la dépouille quasi centenaire de Morgan Hafer. Je suis libre. Enfin libre. Mais à quel prix? Je n'avais pas 15 ans quand j'ai quitté mon petit village d'Irlande du Nord pour prendre du service chez ce misérable despote. Des fois, quand je me regarde dans une glace, je me demande si j'ai jamais été le petit James Curson, au regard vif, aux joues roses. Mais basta. Ce qui est fait, comme le disait si justement Shakespeare. Ce qui est fait est fait. Et ce qui est fait aujourd'hui, c'est un quadragénaire avancé, au visage rougi par les intempéries et aux paupières vaincues par 31 ans de servitude, d'esclavage, devrais-je dire. Je contemple la dépouille de cette vieille canaille de Morgan Hafer. Je n'éprouve ni pitié ni gratitude, rien que de la haine. Je suis loin d'être l'homme que mon grand-père voulait que je fusse quand, il y a 31 ans, il m'a envoyé vers ce qu'il pensait être le brillant major Morgan Hafer, sous les ordres duquel il avait servi en Europe pendant la guerre. Heureusement pour lui, mon grand-père n'a jamais su ce que ce brillant officier, qu'il adorait, est devenu après la mort de sa femme, après que le whisky ait pris possession de lui. Il n'a jamais su que dès le premier jour, le vieux briscard m'a appelé Cœur. Non pas James, ni Jamie, ni Curson, non, Cœur. Et vous savez ce que ça veut dire, cœur, en anglais? Ça veut dire chien sans race, bâtard. Même à l'article de la mort, il m'appelait ainsi. Même quand il est passé de l'autre côté, quand il m'a attrapé le bras et qu'il l'a serré si fort, il a croassé. Cœur, cœur, cœur. Je me demande ce qu'il a voulu dire ou ordonner une dernière fois à son fidèle cœur, son fidèle bâtard. Je ne le saurai jamais, et puis je m'en fiche. Libre. Je suis libre à 46 ans, mais libre quand même. J'ouvre la fenêtre pour respirer mes premières bouffées d'air libre. Le soleil levant fait miroiter la forêt domaniale. J'aime cette forêt. Elle abrite les seuls amis que je me sois fait en 31 ans de servitude. Mes seuls amis, 2 douzaines de merles. Des années que je prélève discrètement à l'office du froment, du seigle et de l'orge pour les nourrir. J'en ai toujours un plein sachet en poche. Juste au retour des choses, n'est-ce pas? Ce prélèvement opéré sur ce vieux tyran qui tuait les oiseaux par jeu. Avec un soupir, je retourne dans la chambre et considère feu Sir Morgan Hafer, qui ne dira plus jamais « cœur ». C'était le seul qui pouvait se le permettre, car les autres domestiques me craignent. Du reste, je ne les vois jamais. Ils s'occupent du domaine et moi du château. Plus jamais cœur. Je ne sais ce qui me retient de gifler ta dépouille, vieille crapule. Ton regard peut-être,
où couve encore une étincelle d'autorité et de cruauté. Comme je m'apprête à quitter la chambre, mon regard tombe sur sa bague. Une chevalière gravée aux armes de son ancien régiment. Au centre, le globe figurant l'ancien empire britannique sur lequel le soleil ne se couche jamais est représenté par un énorme rubis rouge sang. Je l'entends encore, ce vieux salopard. Joli, n'est-ce pas, Kerr? Une pierre magnifique, 30 carats et sans tache. Elle vaut 2 fois son poids en diamant. Je l'ai prélevée sur le turban d'un Maharaja après lui avoir enfoncé mon épée dans la gorge, au temps béni de l'armée des Indes. Mais toi, Kerr, tu ignores tout cela. Kerr, tu es irlandais. Seuls les Anglais savent ce qu'est la gloire. Allez, bâtard, retourne aux écuries. 30 carats. 1000 livres par carat, 30 000 livres. Peu de temps après qu'il m'ait raconté l'origine du rubis, je l'ai accompagné à Londres, chez un joaillier célèbre, et j'ai entendu leur conversation. Je voudrais une copie conforme de cette bague. Voyez-vous, pour la porter quand je chasse, je ne voudrais pas abîmer l'original au cours d'un de ces exercices violents. C'est ainsi qu'à plusieurs reprises, au cours des années qui ont suivi, j'ai eu l'occasion de contempler les 2 bagues, côte à côte, dans un écrin de cuir placé dans le premier tiroir de son bureau. Un matin, alors que je lui apportais ses bottes pour une promenade à cheval, je l'ai vu ôter la bague originale, la placer à droite de l'écrin, avant de prendre la copie disposée à gauche de l'écrin. C'est ainsi que j'ai su la place exacte de ces 2 bagues, la vraie et la fausse. Pour autant que je sache, personne d'autre que moi n'est au courant de cette particularité, à l'exception du joaillier, bien entendu, mais est-il encore en vie? Personne d'autre non plus n'est déjà au courant de la mort de Sir Morgan Haffer. Personne ne se doute que je suis actuellement, moi, James Curson, dans sa chambre. Il est encore trop tôt dans la matinée. Les domestiques vaquent à leurs occupations dans les communs, à l'arrière. Oui. À titre d'indemnité pour 31 années de loyaux services comme chien bâtard. Pas mauvais salaire, d'ailleurs. Presque un carat de rubis sans tache pour chacune de ces misérables années d'esclavage. Une audace soudaine, incoercible, débordante me brûle les veines. Je saisis la main droite du mort et j'arrache la bague du doigt. Je la contemple sous tous ses angles. Je m'étonne de sa beauté toute neuve, rouge comme le sang, avec un entrelac de minuscules aiguilles créant une petite étincelle à leur sommet. Une merveille, une vraie merveille. Vraie? Mais au fait, est-ce la vraie ou la fausse? Je me précipite vers son bureau. Je prends l'écrin de cuir, je soulève le couvercle. Ah, l'autre bague est là, dans la case de gauche. La case de la copie. Bien sûr, il n'y a aucune raison, n'est-ce pas, pour que le vieux Grigou se mette au lit avec la fausse bague. C'est évident, il ne risquait guère de rayer le rubis pendant son sommeil. Je prends la seconde bague, la fausse, dans l'écrin, je reviens vers le lit et, surmontant l'appréhension qui me monte le long de la colonne vertébrale à la seule idée de ce que je m'apprête à faire, je passe la fausse bague au doigt du mort. Ça y est, nous sommes quittes, Sir Morgan Haffer. Nous sommes quittes. Glissant une main dans ma poche, je palpe mon trésor et je me hâte de sortir. Je n'éprouve, je vous l'avoue, aucun scrupule, aucun remords pour ce que je viens de faire. Au contraire, je n'éprouve que de la jubilation. De la jubilation? Enfin, presque. Pourquoi ai-je soudain ce léger malaise au creux de l'estomac?
C'est ce que vous saurez dans quelques instants. Je longe discrètement le mur du domaine et je me sens vraiment à l'aise que lorsque je m'engage dans le sentier qui mène au bois. C'est seulement là que le tremblement de mes doigts se mue en une douce caresse pour la fortune qu'ils pétrissent au fond de ma poche. C'est, pour moi, le retour en Irlande du Nord, dans mon village, jusqu'à la fin de mes jours. Après avoir fait, évidemment, une petite visite à quelques discrets joailliers londoniens. J'éclate de rire dans cette forêt épaisse dont j'ai, année après année, fini par connaître le moindre recoin. C'est ici que j'ai fui la vie que j'endurais près de ce maître cruel. C'est là que j'ai fini par supporter ma lâcheté à ne rien faire d'autre que de servir ce tyran. C'est ici aussi que j'ai fait la connaissance des merles. Oui, des merles. Mes seuls amis jusqu'à présent. Au début, il n'y eut qu'un seul merle, au plumage brillant, au bec jaune, avec des yeux parfaitement ronds. Cette fois-là, je m'étais assis sur une basse branche pour manger quelques biscuits et la conserve de bœuf que j'avais chapardée à l'office. L'oiseau s'est posé près de moi et m'a regardé manger. Bon, j'ai fait semblant de ne pas le voir. L'oiseau s'est enhardi. Il s'est approché en sautillant. Je ne sais pas pourquoi, j'ai émietté un biscuit et je l'ai jeté dans sa direction. L'oiseau s'est envolé avant que les miettes ne touchent le sol. Moi, l'air de rien, j'ai poursuivi mon repas. C'est quelques instants plus tard, en levant les yeux, que j'ai vu le merle picorer les miettes éparpillées. Il était revenu, le bougre. Quand il les a toutes fait disparaître, j'ai brisé un autre bout de biscuit et je lui ai lancé. Il s'est envolé à nouveau, effrayé par mon brusque mouvement. Mais il est revenu un peu plus tard pour remettre ça. Là, j'ai compris. Plus de gestes brusques. Évidemment, quand je me suis levé pour partir, il a fichu le camp à tire d'aile. Moi, je suis allé à l'endroit où il s'était posé et j'ai laissé tomber sur le sol tout ce qui me restait de biscuits. En repartant vers les prairies du domaine, j'ai jeté un coup d'œil par-dessus mon épaule. Comme prévu, le merle était revenu une troisième fois pour achever son repas. C'est ainsi qu'est née mon amitié avec les merles. Au début, comme je vous le disais, il n'y en avait qu'un seul qui persistait à s'enfuir chaque fois que je levais le bras. Mais en apprenant à éviter les mouvements brusques, je suis parvenu à faire en sorte qu'il se contente simplement de s'éloigner. Finalement, il ne s'est même plus écarté. Je ne l'effrayais plus du tout. Le lendemain, j'ai pris des graines à l'office, je suis retourné à la clairière et j'ai désherbé une certaine surface que j'ai parsemée de graines. Avant que j'aie fait la moitié du chemin jusqu'à mon arbre habituel, le merle était déjà là, en train de se régaler. Et avant que j'aie terminé mon repas, 2 autres merles s'étaient joints au festin. Le lendemain, il en vint d'autres, et d'autres encore par la suite. Il y en eut bientôt 12, 15, puis 20. Aujourd'hui, dans la mesure où je suis capable de les compter, malgré leur sautillement, j'en recense 24. Oui, 2 douzaines. Toute méfiance a disparu entre eux et moi. Ce sont mes seuls vrais amis. Et comme tels, je les nourris chaque jour, toujours attentifs à ne faire que des mouvements lents, doux, jamais brusques. J'arrête de rire en entrant dans ma clairière. Ce bruit inhabituel pourrait les effrayer. Comme vous pouvez le deviner, personne en 31 ans, même mes amis les merles, personne ne m'a entendu rire. Mais ça, c'est du passé. Il n'y aura plus que du whisky irlandais, des femmes irlandaises, de la musique irlandaise dans ma vie, dorénavant. Je sors la bague de ma poche et je la contemple. Elle est magnifique. Elle brille comme 30 000 livres sterling, comme un domaine en Irlande du Nord, comme l'étoile solitaire dont un gamin nommé James Curson a si souvent rêvé. Elle brille.
Je m'assieds, comme d'habitude, près de mon vieil arbre, et je présente la bague à la lumière, sous tous les angles possibles. Quelle merveille que cet objet pas plus gros que le bout du pouce. Cet objet qui fera de cœur le bâtard un roi. Soudain, je prends conscience d'un mouvement près de moi. Sur le sol, à quelques pas, 3 merles me surveillent. Je souris, je pose la bague sur une basse branche à côté de moi et je sors de ma poche le sachet de graines impatiemment attendu. J'en verse dans le creux de ma main et j'attends. Comme prévu, mes amis s'y posent et se mettent à casser la graine, c'est le cas de le dire. Leurs becs produisent de petits picotements qui me remontent au poignet. Ah, vous aviez faim, hein, mes amis? D'autres merles se joignent à la troupe. Je fouille dans le sac avec mon autre main et j'éparpille une poignée de grains sur le sol pour les nouveaux arrivants. J'ai bientôt à mes pieds un contingent de merles qui sautent les uns sur les autres pour aller au ravitaillement. Par habitude, je commence à les compter. 13, 14, 15... Ah non, je t'ai déjà compté, toi. Laisse-moi voir. Oui, 15, 16 et 4, ça fait 20, 21, 2 encore, ça fait 23. Ah, il en manque un. Je suis certain d'en avoir compté une autre fois 2 douzaines. Il me semble bien qu'il en manque un à l'appel aujourd'hui. Je jette un œil alentour pour repérer l'absent. Ah, le voici, le retardataire. Il était là, sur la basse branche près de moi. Il sautille en s'éloignant vers l'extrémité, tout noir avec son bec jaune et un air fripon, avec dans son bec la bague, le rubis. Sans réfléchir, par réaction instinctive, j'ai le geste fatal. Mais oui, je plonge vers l'oiseau qui s'éloigne tranquillement. Si le moindre geste effraie le merle, pensez, mais 90 kilos en vol plané. Le petit voleur au bec jaune et ses 23 compagnons s'envolent illico dans une drôle de pagaille. Ils s'envolent et ma bague avec. Ah non, non, non! Je me redresse lentement et je les aperçois en rang sur une basse branche d'un tilleul. 24 merles en rang d'oignon, le dernier tenant dans son bec un rubis de 30 000 livres sterling. Oui, je leur souris stupidement. Et stupidement, je sors des graines de ma poche et je les éparpille sur le sol, petit. Vous voyez le tableau? Sans doute vexé que je m'adresse à eux comme de vulgaires volailles de basse-cour. Un premier merle s'envole, puis un second, puis un troisième, un quatrième. 7, 8, 9, 10. Un par un, en formation réglementaire, ils s'envolent tous, ou presque. En effet, il en reste un sur la branche. Précisément celui qui a dans son bec mon rubis. S'il te plaît, mon ami, s'il te plaît, viens, descends, je t'en supplie. Viens. Il me fixe froidement un court instant avant de s'envoler à la suite des autres. J'ignore combien de temps je suis resté là, prostré, au milieu de la clairière, désemparé. Quelques jours plus tard, on réunit tout le personnel dans le grand bureau du château pour la lecture du testament. Vient mon tour. Le notaire parcourt silencieusement le passage qui me concerne, puis lève la tête, me regarde et se met à lire. M'étant rarement trompé sur le compte d'autrui et connaissant mon cher et fidèle domestique James Kerson, je ne puis qu'espérer qu'il fera, mon dernier souffle rendu, une certaine substitution qu'il serait vain de décrire. Aussi, je lui lègue un de mes biens terrestres qui m'est le plus cher, à savoir ma bague en or gravée aux armes de mon régiment et sertie d'un rubis rouge de 30 carats. La bague, qu'on a eu soin, selon de précédentes instructions, dotée de mon doigt avant ma mise en bière. Pour ce qui est de la copie de la bague, qu'il la donne à ses merles. Vieille canaille. Satanée vieille canaille. Ainsi donc, tu avais tout prévu. Tu avais mis la copie de la bague à ton doigt
avant de passer l'arme à gauche. Tu comptais sur ma rancune, n'est-ce pas? Mais, grâce à Dieu, et sans le savoir, j'ai déjoué ton plan machiavélique. La différence entre toi et moi, vois-tu, c'est que moi, je ne suis pas rancunier. La preuve, je fais le serment solennel que dans le parc de la gentilhommière que je vais m'offrir en Irlande du Nord, oncle ne verra plus beau mangeoire pour merle. C'était Crime Story, les rendez-vous d'Alfred Hitchcock, racontés par Serge Sauvian. Aujourd'hui, 2 douzaines de vilains oiseaux de Clark Howard.